Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des anorexies. C'est une chaîne qui permet de comprendre, combattre et lutter contre un trouble du comportement alimentaire. Moi, je m'appelle Emma, je suis maman d'un garçon qui a souffert d'anorexie à l'âge de même pas 10 ans. Ça, c'était en 2017. Il a été guéri 2 ans plus tard. Et donc, depuis, je m'intéresse aux troubles du comportement alimentaire et j'essaye de donner quelques ressources aux personnes de mon entourage et aux personnes qui m'écoutent, à mes lecteurs, mes auditeurs, pour les aider à comprendre ce dont ils souffrent et puis de leur donner quelques ressources pour essayer d'aller sur le chemin de la guérison. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Alix Aubry, qui va nous parler donc du trouble du comportement alimentaire dont elle a souffert. Alix avait déjà participé à mon événement interblogueur sur les méthodes douces qui permettent d'aider les personnes en proie à un trouble du comportement alimentaire. Je mettrai les références en dessous de la vidéo. Et donc, déjà, merci vraiment beaucoup, Alix, d'avoir accepté mon invitation. Et donc, je t'invite à te présenter tout d'abord. Bonjour à tous, merci Emma de m'avoir invitée. Ça me Avec fait plaisir. plaisir d'être là et de pouvoir justement échanger avec vous sur les troubles du comportement alimentaire. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Alix et j'ai eu des TCA pendant plus de 7 ans. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de pouvoir transmettre ce que c'est la guérison et ce que c'est l'après-maladie, le fait qu'on puisse absolument aimer, vivre et s'aimer soi, faire le maximum pour soi au lieu de se faire souffrir. Donc, c'est pour ça que je suis devenue coach en développement personnel, coach de vie spécialisée en fait en TCA. Donc j'accompagne des jeunes femmes qui ont des TCA ou qui en ont eu et qui sont un peu bloquées dans une semi-guérison. D'accord. Merci pour cette présentation. C'est étonnant, mais c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes qui sont sorties de ces troubles. Enfin, on en voit quelques-unes qui vraiment s'investissent dans l'accompagnement aux personnes qui sont encore en proie aux troubles du comportement alimentaire. C'est une telle souffrance que voilà, quand on en est sorti, qu'on a développé toute une kyrielle, toute une palette d'outils pour s'en sortir, on a tellement envie de transmettre comment faire. Donc, Mhm. bravo pour cet engagement déjà. Et donc, moi, commencerai par une première question. Donc, de quel type de trouble alimentaire as-tu souffert? Et à quel âge Du coup, moi, ça s'est c'était déclaré? anorexie mentale pure, surtout au départ. J'ai été diagnostiquée quand j'avais à peu près 13-14 ans. Enfin, ça a commencé à 13 ans, j'ai été diagnostiquée à 14. Et puis vers la fin, vu que ça a quand même duré une certaine paire d'années, quand j'ai eu ma grosse rechute vers les 20 ans, j'ai fait de l'hyperphagie aussi en parallèle parce que mon corps était épuisé, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as pu identifier un petit peu les facteurs qui t'ont fait basculer dans ce trouble alimentaire? Est-ce que après en être sorti ou même pendant, tu as pu analyser un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place? Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Pendant, j'en ai pas mal analysé. Au final, je me suis rendu compte de certaines choses. Voilà, dans les relations entre mes parents, les choses que moi j'avais vécues étant plus jeune, voilà, etc. Des choses que j'avais pas dit en fait, hein. Et donc tout plein de choses en fait qui étaient renfermées. Donc tout ça, je l'ai identifié en psychothérapie et surtout en fait après justement avec le développement personnel, c'est vraiment en découvrant le dev perso, en faisant une introspection que j'ai pu me poser beaucoup de questions et accéder à beaucoup de choses enfouies en moi. Et j'ai fini de comprendre et en tout cas de rassembler toutes les pièces du puzzle pendant ma formation de coach. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à pouvoir aider derrière, quoi. Et avant d'être diagnostiqué d'un trouble alimentaire, est-ce que tu connaissais ça? Est-ce que tu as eu une phase de déni? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais déjà des idées sur ce que c'était qu'un trouble du comportement alimentaire Au final, avant qu'on j'étais te assez diagnostique? jeune. Donc, à 13 ans, j'avais déjà entendu parler d'anorexie, mais comme beaucoup de gens, c'est-à-dire, oh là là, elle est maigre, celle-là, quoi. Et je me souviens, il y avait certaines stars à l'époque, parce qu'à l'époque, on avait vraiment certaines figures féminines qui étaient vraiment très, très maigres. C'était très souvent ma mère qui me disait, fais attention, etc. Il y avait une personne aussi qui avait souffert d'anorexie dans ma famille, qui n'était pas complètement guérie, qui était adulte et qui était très obsédée par son poids, son alimentation. Mais moi, c'était vraiment, mon rapport à ça, c'était vraiment, moi, je pourrais jamais souffrir de ça. Je suis trop gourmande, c'est trop bon les gâteaux, et puis je tomberai jamais là-dedans, quoi.
D'accord. Et c'est vrai que c'est un témoignage que j'ai déjà lu sur un site, le site de Céline Cass de Stop TCA. C'est un témoignage que j'ai déjà lu. En fait, on pense on choisit pas un TCA, hein. C'est comme si on souffre d'insomnie, on n'a pas choisi de pas dormir, hein. Donc, on peut jamais présumer que ça va pas nous arriver à nous. Donc, faut être humble avec ça. Vraiment, on choisit pas ce genre de problématique. Voilà, c'est un message important à faire passer. Il y a beaucoup de préjugés au sujet des TCA, de gens qui connaissent pas du tout ce que c'est qu'un trouble du comportement alimentaire, qui pensent que bah, il suffit de manger, ça va aller mieux. En fait, c'est tellement plus complexe que ça, c'est tellement plus vaste. Il faut vraiment analyser toute l'histoire de la personne, que ce soit au sein de la famille, au sein de ses relations, au sein de l'école. Tous les problèmes éventuellement gastro-intestinaux qu'elle peut rencontrer, puisque ça, c'est pas mal aussi occulté. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas mal Oui. occulté de la part du corps médical, éventuellement. Je sais pas. En tout cas, c'est des retours que moi, j'ai eus. Quand on se plaint de maux de ventre et qu'on a la réponse, c'est dans votre tête. C'est toujours assez délicat, ça, assez douloureux. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Ouais, c'est un sujet que je rencontre beaucoup et chez mes coachés et que moi j'ai beaucoup rencontré. J'ai vu beaucoup de gastro-entérologues justement étant malade. J'avais déjà des troubles intestinaux depuis petite. Et puis en fait, avec les TCA, ça n'a fait qu'empirer évidemment, puisque le corps est en souffrance et qu'on mange plus de tout. Donc dès qu'on mange un truc un peu nouveau, ben c'est la catastrophe. Et ça a jamais été écouté. On me disait que j'avais le syndrome du côlon irritable, que c'était dans ma tête, que c'était le stress. Alors oui, il y avait de ça, mais il y avait aussi toute une alimentation et une réintroduction aussi particulière à faire. On peut pas faire n'importe quoi. Déjà qu'on a fait n'importe quoi dans le sens du régime, alors autant pas le faire dans l'autre sens. Et ça, c'est pas du tout écouté. Donc moi, je sais que ce qui m'a aidé, c'est vachement bah, la méditation, la gestion du stress, parce qu'en Mhm. effet, ça reste quand même dans la tête, mais bon, c'est pas l'expression la plus sympa pour dire ça. Et puis tout ce qui va être aussi plante, en fait, au final, les tisanes, les choses comme ça, bah, ça aide beaucoup. Et même certains compléments alimentaires qui sont pris par des sportifs, etc., pour bah, justement reconstruire un peu la barrière intestinale, les probiotiques. Et ça, on n'en a jamais parlé en médecine moderne, on va dire. Conventionnel, oui, tout à fait. Mm. C'est vrai que l'axe intestin-cerveau, je ne sais pas si c'est un concept que tu connais, mais effectivement, on ne peut pas juste dire c'est dans la tête, en fait, hein. Il y a vraiment plusieurs types de communication entre les intestins, qui finalement, c'est notre deuxième cerveau, hein, ce qu'on dit, et notre psychisme, hein. Donc, il y a vraiment tout un tas de médiateurs et plusieurs axes de communication qui font que cet axe intestin-cerveau, il peut se dérégler. Et il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été publiées depuis quelques années sur ces axes-là. Et on se rend compte vraiment que si on a un dérèglement de notre microbiote, ça dérègle aussi toute notre façon de penser, nos émotions. Mm. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. Je vous remettrai des liens d'ailleurs sur ce sujet que j'avais développé avec une autre personne qui avait souffert d'anorexie qui s'appelle Maud Gabriel. Je remettrai les liens au sujet de l'axe intestin-cerveau, mais c'est vraiment extrêmement important à développer comme axe. Voilà. Est-ce que je voudrais savoir, revenir un petit peu sur le début de ton trouble. Est-ce que toi, tu as connu une phase de déni? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Parce que du coup, Oui, c'est c'est vrai que vrai. c'est un gros retard. C'est ce que on constate. En tout cas, moi, je fais partie aussi de groupes de soutien de parents. Et Mm. il y a beaucoup cette phase de déni qui vraiment donne du retard à la prise en charge de la personne. Donc, est-ce que toi, tu as connu ça et comment tu as fait pour t'en sortir? Bah, c'est vrai que oui, tu m'avais posé la question tout à l'heure. Et en effet, en fait, quand j'ai été diagnostiquée vers l'âge de 14 ans, j'ai eu une phase de déni énorme. Au début, j'étais pas du tout d'accord avec l'avis du médecin. Ensuite, j'ai été hospitalisée en pédiatrie. J'étais pas du tout d'accord non plus pour me faire hospitaliser. J'ai arraché la sonde plusieurs fois. À la fin, j'ai fini par accepter et me dire, bon, bah, plus vite il me gave, plus vite je sors. Donc vraiment, ça a été du déni pendant plusieurs mois. Et ce qui m'a fait un déclic, en fait, bah, j'étais en troisième à l'époque, c'est que c'était très très difficile au collège, je me faisais beaucoup moquer, etc. Quand je suis revenue, j'avais eu un emploi du temps aménagé, donc on me disait que j'avais de la chance d'aller à moitié à l'école, alors que pas du tout. Et donc ça a été très difficile, et donc je ne voulais plus voir ces personnes, et je voulais prendre un nouveau départ, et donc j'ai vu cette brèche entre le collège et le lycée. Donc j'ai pu demander une dérogation pour avis médical, et donc bah, justement changer de secteur en fait, et pas revoir les mêmes personnes. Et donc ça m'a extrêmement motivée en fait de me dire, bah en fait là vraiment je recommence une toute nouvelle vie.
je vois plus les mêmes personnes, mais en arrivant au lycée, il faut que je sois guérie, il faut que je sois mieux, il faut pas que ça se voit. Parce que je voyais bien les regards des gens dans la rue, hein, quand même, hein. Mm. J'étais très, très, très maigre, et donc, du coup, ça m'a vraiment motivée. Alors, quand je suis arrivée au lycée, j'étais encore fine, mais du coup, c'était quand même moins visible. Je sais pas au lycée que j'ai guéri, mais pendant le lycée, ça allait quand même mieux que pendant la grosse phase. Euh, Après, j'ai rechuté donc quand j'ai fait mes études de médecine. Et pareil, là, rephase de déni. Pendant 2 3 ans, mes parents ne pouvaient rien me dire, personne. Une amie de ma mère qui est psy avait essayé de plusieurs fois me parler. C'était pas pour moi, j'étais pas malade, tout allait bien. Et au contraire, tout le monde était fou. J'étais grosse et il fallait que je perde du poids. Et de toute façon, c'était la seule chose que j'avais à faire dans ma vie. Enfin, c'était c'était le déni complet. Et en fait, pareil, là, ce qui m'a vraiment fait un électrochoc, c'était le décès de mon grand-père, en fait. Parce que je me suis D'accord. dit, le pauvre, en fait, il m'a vu malade pendant des années, alors qu'on était très proches. Et jamais il me verra, en fait, en pleine santé, quoi. Et je me suis dit, peut-être que de là-haut, il peut me voir en bonne santé. Donc, ça m'a vraiment motivée, justement, à me dire, mais là, je fais n'importe quoi. Et de le voir malade, de voir que moi, il n'arrêtait pas de me dire, mais t'es aussi malade que moi quand j'allais le voir, souvent. Je me Mhm. disais, mais non, pas du tout. Et en fait, j'ai compris que si, et que moi, je me devais de guérir, quoi. Ouais. Bon, espérons que de là-haut, il te voit, hein. Donc, en tout cas, voilà, tu as l'air parfaitement épanouie. Donc, tu parlais ensuite d'une rechute à tes 20 ans. Est-ce que tu peux plus nous en parler de cette phase de rechute? Peut-être que le TCA a changé un petit peu d'expression. Tu as parlé d'une phase d'hyperphagie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on rencontre qui est bien décrit, hein, dans l'évolution des troubles du comportement alimentaire? Donc, peut-être peux-tu nous en dire plus à ce sujet? En fait, j'ai rechuté, donc j'ai fait une première année de médecine, j'ai redoublé. Et pour moi, ça a été l'échec cuisant de ma vie. J'ai toujours été première de la classe, pas de soucis. Et du coup, là, c'était pas possible. Et donc, je me suis extrêmement renfermée et je me suis mis dans les bouquins et je ne mangeais plus. Et j'ai redéveloppé une obsession, en fait. Je me suis dit, je suis capable de rien. En plus, je suis grosse. Tout revenait, en fait, tout remontait parce que j'avais pas tout guéri. Et à l'époque, justement, on en parlait tout à l'heure, mais j'avais pas identifié toutes les causes de mes TCA, même quasiment aucune en fait, surtout là où les grandes causes. Et donc vraiment là, ça a vraiment rechuté et ça a été très très restrictif et beaucoup de sport, beaucoup d'hyperactivité en révisant, beaucoup de... Voilà, je dormais pas, je mangeais rien pendant plus d'1 an en fait, donc déni complet, restriction complète. Et en fait, au bout d'un moment, on a toujours ça, sauf que le corps, il essaye de s'exprimer. Parce que là, c'était la catastrophe. Et donc là, en effet, j'ai commencé à faire de l'hyperphagie. À un moment, en fait, où je commençais à vouloir remanger un peu. Donc ça a débloqué quelque chose, je pense. Et en fait, sauf que je n'ai pas du tout suivi. J'avais tout arrêté parce que sur Paris, le suivi ne me convenait pas du tout. Donc j'avais tout arrêté. J'avais juste un médecin et j'avais aucun suivi psy. Donc en fait, je me suis enfermée dans mon truc et là, j'ai fait de l'hyperphagie. C'était de la faim extrême, en quelque sorte, au début, hein. C'est ce qu'on appelle la faim extrême. C'est vraiment cette phase après l'anorexie où le corps essaye de vraiment montrer qu'il a faim et de faire des réserves. Mais ça a vraiment basculé vers l'hyperphagie avec des après-midi entières ou des soirées, des nuits complètes à manger tout ce qui pouvait passer jusqu'au carré de sucre ou aux pâtes crues, quoi. Enfin, faut être honnête, dans ces cas-là, tout y passe, quoi. Ouais, le corps se met en mode survie, hein, court-circuite le cerveau, là, et puis c'est comme si on s'empêche de respirer à un moment donné. On va reprendre la bouffée, et là, donc, c'est l'impulsion de vie, hein, qui fait que là, il y a une sorte de court-circuit Mm. entre le corps et les mécanismes cérébraux, enfin, la pensée, la réflexion, toutes les inhibitions, qui fait que les mécanismes d'hyperphagie se développent. Et ensuite, alors, comment ça a évolué, quels outils finalement ont permis de t'aider à t'en sortir? Est-ce que tu as repris un suivi? Comment ça s'est passé pour aller cheminer vers cette guérison? Qu'est-ce que tu es allé chercher comme outils divers et variés, comme suivi médical, comme outil personnel? Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Tous les suivis classiques n'avaient pas marché, je vais être honnête. J'avais même revu une psychologue, donc après cette phase où vraiment j'ai compris que ça faisait plusieurs mois que j'étais en hyperphagie et que là, comme je dis aujourd'hui, l'hyperphagie, en fait, c'est une bénédiction puisque ça vient nous sauver en quelque sorte. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable et ça nous Hmm. permet pas de nous sauver complètement. Donc j'ai vu une psychologue, mais en fait, le seul truc, c'est que ça me faisait du bien de parler, mais rien ne bougeait vraiment. Donc ça, j'en ai pris note. Et en même temps, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui marche vraiment.
Et c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu le développement personnel, à écouter des podcasts sur le fait de se sentir bien, changer sa vie, d'aller mieux, écouter des podcasts d'entrepreneuriat, parce que vraiment j'avais de plus en plus cette idée de lancer quelque chose, d'arrêter mes études de médecine et de faire quelque chose pour moi, enfin, qui me plaisait vraiment, etc. J'avais vraiment ça qui germait, et donc je me suis vraiment, en fait, créé un peu ce cocon avec que des choses un peu plus positives, etc. Des podcasts d'introspection, des questions à se poser, puis je passais des heures à écrire des lettres à moi-même sur bah, qu'est-ce qui me plaît dans la vie, etc. Donc vraiment, ça a été ça, les outils. Et puis aussi, bah, j'ai vu un hypnothérapeute qui était coach de vie aussi. Donc j'ai fait 3 séances d'hypnose qui ont débloqué Mhm. des choses qui étaient, voilà, qui étaient enfouies et vraiment, il n'y avait rien qui pouvait les atteindre. Donc des choses que j'avais vécues étant plus jeune. Et donc là, ça a été vraiment très difficile du coup, parce qu'on se met devant des traumas qui nous hantaient, mais en fait qui maintenant sont présents, quoi. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de chemin à faire, encore plus d'introspection. Et encore, c'est comme ça aussi que j'ai pris la décision d'arrêter mes études. Et puis, bah, j'ai continué quelques séances de coaching avec lui. C'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie derrière. Mais justement, pour remettre les choses à place, poser des bonnes questions et pas rester seule en fait avec les découvertes faites avec l'hypnose. Et puis, voilà, toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup aidé. Et on en avait parlé ensemble justement aussi, bah, le yoga, tout ce qui est pratique aussi de reconnexion à soi, Ouais, la reconnexion encore. méditation, le yoga, la marche en pleine conscience. Pour rejoindre, en fait, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est comme l'axe intestin-cerveau, bah là, c'est rejoindre le corps et le cerveau. Il faut que Ouais, ça reconnecte, hein, parce que pour moi, les TCA, c'est un problème où ça coupe, en fait, ici. ouais. Ouais, la Donc, pour communication recommencer. entre le corps, les messages du corps et puis les messages cérébraux et émotionnels est complètement dévoyée, complètement désaxée, hein. Donc, et c'est vrai qu'il y a tout un tas d'outils qui permettent de se reconnecter, de refaire cette connexion, de refaire cette union, cette jonction dans l'entièreté de son individu, en fait, hein. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que tu as expliqué, le fait que il y a plein de thérapies qui n'ont pas fonctionné pour toi. Et moi, ce que je voudrais mettre en lumière, et ce que tu as très bien dit, c'est que au moment où tu as décidé vraiment d'être actrice de ta guérison et de toi-même mettre en œuvre différentes étapes et de te poser les questions, c'est là où ça a le mieux marché finalement. Quand toi, tu t'as réinvesti tes soins et que tu as vraiment trouvé toi-même tes axes, ça a donné des résultats. Donc, les gens sont quand même acteurs de leur guérison. Il faut leur redonner le Mhm. pouvoir et il faut leur donner les gens qui les accompagnent. Toi, tu le sais en tant que thérapeute, moi, je le sais aussi puisque j'accompagne des Mhm. jeunes et des familles. On n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas comment les gens fonctionnent. Nous, on est là pour les aider à décortiquer leur fonctionnement et on est là pour leur suggérer des outils que eux ils vont tester. Mais c'est eux qui sont acteurs de leur guérison, c'est eux qui vont Mhm. faire germer les choses. Nous, on donne toutes les conditions pour que ça germe et puis qu'ils testent les différentes choses qui marchent ou qui ne marchent pas pour eux. Voilà, mais du coup, il ne faut pas s'axer juste sur la prise alimentaire ou sur. C'est tellement plus vaste que ça, donc c'est pour ça que le développement personnel peut fonctionner aussi, parce qu'on se remet dans un univers, en fait, on se recrée notre univers, notre cocon, qui fait qu'on va lever les inhibitions et qu'on va activer les bonnes choses, en fait, on va Mhm. désinhiber, en tout Ouais. cas dans l'anorexie mentale, hein, c'est ça qui correspond. Le professeur Philippe Jamet en parlait très bien dans une vidéo, tout ce qui est inhibition, action-inhibition. Donc, Mhm. dans les troubles restrictifs, il faut lever les inhibitions au fur et à mesure, les faire sauter, et puis augmenter le champ de tout ce qui est agréable ou tout ce qui est positif. Et donc là, tu l'as très bien exprimé, et je trouve que c'est très bien. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce sujet, quand moi, mon fils était malade, effectivement, les messages de psychothérapeutes et de thérapeutes, il les prenait pas toujours, enfin, il n'arrivait pas à les intégrer. Lui, il était jeune, hein, il avait 9 ans. Mhm. Ouais. Donc, moi, j'ai cherché aussi des ressources un peu extérieures et j'avais consulté à l'époque quelqu'un qui faisait la sophrologie et qui m'avait donné des pistes, enfin, qui m'avait vraiment fait comprendre qu'il fallait que lui, il intègre qu'il était acteur de sa guérison. Et Mhm. elle m'avait donné tout un tas d'exemples hyper parlants et j'avais pu lui communiquer. Et je pense qu'il l'a quand même assez vite appréhendé, ça. Et du coup, voilà, il a pu réaliser que lui, il était puissant, enfin, il avait les pouvoirs de s'en sortir, quoi.
Ouais. Parce que bon, c'est vrai que quand on est vraiment dans le fond du trou, on subit de plein fouet la maladie et on ne comprend pas pourquoi tout est déréglé, pourquoi on n'arrive pas à manger, pourquoi on n'a plus de plaisir, pourquoi on se met tout un tas de barrières. Et en plus, on nous accuse de nous mettre un tas de barrières. Donc, on en rajoute une couche, en fait. On recharge le sac à dos Ouais. qu'on n'arrive plus à porter. On nous dit, bah, t'as qu'à manger, c'est facile. Donc, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà, vraiment, tu l'as très bien expliqué. Et je pense que il faut pas, en tout cas, je pense qu'il faut pas renoncer aux prises en charge classiques qui sont toujours Mhm. recommandées, médecin de famille ou médecin spécialisé dans les TCA, un diététicien ou une nutritionniste, une écoute par un psychothérapeute ou un psychiatre. La chimie, ça peut aider, bien entendu, hein, ou pas, ça dépend des cas. Hein. Mhm. C'est toujours pareil, la réponse c'est ça dépend. Ouais. Et puis toutes les choses alternatives de médecine douce, qui est, à mon avis, une puissance extrêmement importante. Donc sophrologie, méditation. Enfin, faut voir à quoi on est réceptif finalement. Ouais, Parce qu'il exactement. y en a chez qui la Bah, sophrologie. l'avantage des techniques douces, c'est qu'on se centre sur l'individu, pas sur sa maladie, quoi. Exactement. Donc, moi, les Ses médecins, pour propres moi, ressources. j'étais... C'est ça. Pour les médecins, on est l'anorexie ambulante, en fait. Alors que moi, je dirais jamais une personne est anorexique, par exemple. Mais en tout cas, j'essaye de le dire le moins possible, parce que je sais que c'est des choses que je pensais avant, que j'étais anorexique, alors qu'en fait, j'ai subi et j'ai souffert d'anorexie. C'est Exactement. complètement différent. Et en thérapie, bah, justement, on dit, bah non, il y a toi, tout ce qu'il y a. Il y a ta part un peu d'ombre, ta part blessée qui souffre, qui a développé ça, mais toi, tu as plein d'autres ressources, regarde. Mais c'est intéressant quand tu dis justement de pouvoir équilibrer action, inhibition. Un truc que je fais beaucoup avec mes coachés, justement, c'est bah, par exemple quand elles font beaucoup d'activités, d'essayer de se dire, bah, au lieu de faire 2 heures de sport, tu fais 10 minutes de moins. Et puis tu médites 10 minutes ou tu t'étires ou tu mets de la musique et tu danses pour juste être dans ton corps, pas de faire un sport pour dépenser, etc., des calories ou autre. Donc équilibrer en fait petit à petit et puis voir en fait les bénéfices et pouvoir pas tout resetter d'un coup parce qu'en fait c'est ça que les médecins des fois essayent de nous faire faire. Et comme tu dis, hein, c'est très important d'avoir un suivi classique, hein, d'avoir un médecin qui puisse nous Oui, peser sans qu'on ait à regarder tout le chiffre, etc. exactement. De ne pas avoir de balance à la maison, très important. Voilà, c'est Mais ça, à de lâcher le côté, contrôle, hein, de déléguer ouais, la partie médicale aux gens exactement. compétents. Et puis, à côté de ça, de faire en sorte de soi-même développer les outils qui correspondent pour justement lever ces inhibitions, en tout cas dans le trouble restrictif, puisque tous les troubles ne sont pas, ne se ressemblent pas. Hein, donc, il y a vraiment des adaptations à faire en fonction. Et donc, voilà, ça, c'est super important de soi-même être proactif dans la guérison. Mais c'est vrai que les spécialistes le savent, tant que la personne n'est pas proactive, c'est vrai que c'est une barrière, quoi. Ils n'arrivent pas à rentrer. C'est comme un scaphandre, hein. Ils se cognent contre un mur et c'est très dur hein, pour eux. Hein. Même en tant qu'accompagnant, on le rencontre, hein, des gens qui ne souhaitent pas entrer dans les soins, qui sont encore dans le déni. On est Mhm. impuissant finalement. Est-ce que toi, tu as Ouais. des demandes de ce type-là, de familles qui Ouais. voudraient soigner leurs proches et qui la personne refuse complètement? Comment tu t'y prends dans ça? Bah de proches, pas forcément. Si, une fois, j'ai eu une demande d'une maman pour sa fille. J'ai eu la maman au téléphone, désespérée, mais qui était prête à tout faire et qui m'expliquait bien les choses. J'ai eu sa fille derrière et c'était le déni complet. Euh, et, et je sais qu'en fait, en coaching, surtout qu'en fait, en coaching, si la personne, elle est dans le déni, mais qu'à côté, elle a tout un suivi médical, on peut faire quelque chose. Mm, Parce que je sais qu'elle est prise en charge. Moi, je la vois pas. Donc, c'est ça. je lui tiens pas la main, quoi. Mm, Euh, alors que là, il y avait rien qui était mis en place parce que c'était le déni complet, donc refus d'aller chez le médecin, etc. Donc là, très compliqué. J'ai déjà eu une coachée aussi qui était prête à se faire accompagner. On avait l'impression. Et en fait, aucune volonté. Moi, il y a des exercices dans mon mm. coaching, C'est ça, il y a du il y a de la travail, hein. réflexion, c'est Il y a ça, il y a beaucoup de du travail travail. derrière, énormément de travail. Ouais. Beaucoup, ouais. Mm, Et là, rien n'était fait en fait. Et du coup, bah, des fois, forcément, les premières semaines, tous les objectifs sont pas remplis. Certains exercices sont plus durs à faire que d'autres parce que bouleversants. C'est OK, c'est normal. mm. Mais là, c'était vraiment rien du tout. Et vraiment, tout le temps, les mêmes questions, les mêmes obsessions et aucune évolution. Donc, c'est très, très dur dans ces cas-là parce qu'en tant que thérapeute, donc, aujourd'hui, je fais attention de bien identifier aussi les personnes que j'accompagne. Parce que j'accompagne 5 6 personnes en même temps, donc j'ai envie aussi de pouvoir de vraiment pouvoir les aider, quoi. Il y en a qui sont très demandeuses et qui, dès la première séance, feraient plus d'exercices que je leur en donne, quoi.
Donc, Ouais, mais bah, voilà, c'est par forcément. étapes, hein. On peut pas voilà, prendre le TGV quand on a eu des années et des années de TCA. C'est vraiment, il faut respecter les étapes et puis il faut surtout Ouais, appliquer les conseils et puis voir si ça fonctionne. Je veux dire, après, on a le droit ouais, de c'est mettre. vachement Voilà, adapté. il y a des choses qui vont pas, les gens vont pas adhérer et c'est OK. Et puis on va permuter, on va pivoter sur quelque chose sur lesquels ils sont plus aptes à obtenir du bien-être et des résultats, quoi. Si je vais revenir un petit peu sur ton entourage quand toi tu souffrais d'un TCA, est-ce que tu as des amis qui ont essayé de te soutenir? Comment a réagi ta famille? Voilà, comment a réagi l'entourage proche quand toi tu étais malade? Bah, du coup, mes amis, bon, quand j'étais au collège, etc., bon, c'est clairement l'âge bête, comme on dit. Donc, ça n'a pas eu beaucoup d'aide au niveau amical, pas du tout même. Ouais. Mais ensuite, par contre, quand j'étais en médecine, alors, les étudiants de médecine, rien. Mais par contre, j'ai été très, très mise à l'écart. Mais par contre, j'ai eu deux, trois amies qui étaient très proches. Certaines qui venaient dormir chez moi quand ça allait pas, etc. Donc, vraiment, dans ces cas-là, on voit qui sont les Ouais, vrais amis, comme on dit. complètement. Euh, Au niveau de ma famille, ils ont tous été très présents, très inquiets surtout, etc. Donc forcément, le rapport est très compliqué quand un proche ou un parent surtout est très inquiet. Ça remet tout en question. Enfin, c'est plus une vraie relation, quoi. Là aussi, on se voit plus comme malade que comme personne, hein, à travers les yeux du parent. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. Mhm. Euh, et après, j'ai eu ma marraine qui m'a énormément aidée, qui a d'ailleurs eu un enfant en fait au moment où j'étais malade. Donc ça, pareil, ça m'a donné Stimulé un élan de de vie, ouais. ça. Donc elle m'a beaucoup aidée, mais mes parents ont été très présents aussi. Il y a des moments où on s'est moins parlé, etc. aussi, bah, pour prendre de la distance. On en a besoin aussi dans ces cas-là. Il faut apprendre à se protéger, c'est Ouais. super important. Et c'est ça aussi que parfois les proches ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que d'un coup on se met un peu plus à l'écart? J'en parlais en coaching juste avant, justement, une de mes coachées qui se met un peu plus à l'écart de sa famille parce qu'elle a besoin, en fait, et c'est tout à fait légitime. Et eux pensent que du coup elle est plus malade qu'avant parce qu'elle se met dans son coin. Alors qu'en fait, non, elle a juste besoin de temps pour redécouvrir autre chose, rencontrer des nouvelles personnes, voir plus ses amis, prendre du temps pour elle, faire des exercices de coaching. Et du coup, bah, en fait, c'est très compliqué le rapport aux autres. Euh, je sais que c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup travailler avec mes coachés, parce que justement, moi, je me suis quand même mis trop dans ma bulle à un moment, mais vraiment à voir personne, parce que justement, j'avais peur d'inquiéter les autres, etc. Alors qu'en fait, les proches, il suffit de leur expliquer on n'est pas que malade et qu'on a juste besoin aussi bah, de faire autre chose avec eux et de Ouais. parler d'autre chose. Mais c'est très, très compliqué pour les proches parce qu'on n'est plus du tout la même personne, en fait. Mm. Oui, on a besoin voilà, de recréer son indépendance et son petit cocon pour voilà, créer sa propre sphère et puis être vraiment indépendant de la sphère familiale et recréer son environnement et à ce besoin d'autonomie en fait, hein, puisque c'est vrai que le trouble alimentaire, c'est un peu, moi je dirais, un peu comme une métamorphose qui se passe pas bien, quoi, hein, sur la métamorphose des insectes par exemple. C'est comme si on n'arrivait pas à enlever sa carapace, là, passer d'un stade d'ado à un stade adulte par exemple. C'est vrai que la majorité des troubles se placent dans cette période-là de la vie. Donc c'est comme si voilà, cette métamorphose se passait pas correctement et la personne, voilà, quand elle ressent. Alors, c'est vrai que c'est délicat pour les proches d'arriver à dissocier un isolement qui serait vraiment une bascule vers l'aggravation de la maladie ou un isolement qui est plutôt salvateur et où la personne arrive à prendre ses marques un petit peu d'indépendance et à retracer son cadre, son cercle. Comment tu ferais la différence, toi d'ailleurs? Pour les Ah, proches, qu'est-ce que tu dirais aux proches qui permettent de faire la différence? Est-ce que tu as des signes? Est-ce qu'on peut peut-être développer cet aspect-là? je pense que c'est une super bonne question parce que c'est vrai que ça doit être très compliqué pour les proches. Ouais. Bah, une personne qui va se mettre dans son coin parce qu'elle est de plus en plus malade, déjà, bon, bah, ça se voit aussi dans son comportement, quoi. Si elle est très, très agressive, désagréable, déprimée, qu'elle est très triste, qu'elle pleure tout le temps, on sait déjà que ça ne va pas être forcément très bien, quoi. C'est pas le moment où il faut qu'elle se mette complètement seule, quoi. C'est sûr. Et c'est surtout ça, en fait, la différence. Je prends du recul par rapport à, par exemple, mes proches, etc. Et j'essaye de faire d'autres expériences. Je sors davantage un petit peu bah, toute seule. Je vais essayer de m'inscrire dans un cours de danse ou je sais pas quoi. Voilà. Je pars me promener. J'ose me faire un resto toute seule ou des choses comme ça.
Ça, bon, bah voilà, c'est que la personne, elle essaye de s'en sortir, quoi. Et puis qu'elle essaye d'exprimer et que oui, là, elle a besoin de se retrouver avec elle-même, etc. Qu'elle explique un petit peu ce qu'elle essaye de mettre en place. Par contre, une personne où vraiment, là, il faut dire, là, elle guérit pas, justement, elle s'enfonce. C'est une personne qui va s'enfermer chez elle, qui va Ouais. limite pas se laver pendant 2 jours parce que en fait, elle traîne en legging et puis elle mange pas, elle fait plein de sport, elle téléphone à personne. Enfin là, en effet, je présente les deux extrêmes, hein, mais au Ouais, tout final, à fait. une personne qui va vraiment se mettre seule, sauf si c'est, bah tiens, je pars 10 jours en retraite, quoi que ce soit, c'est différent. Mais une personne seule chez elle où on voit qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a pas de suivi, là, faut Ouais. s'inquiéter, quoi. Ouais, on est bien d'accord, tout à fait, parfaitement à 100% d'accord à ce que tu viens de dire. Les deux extrêmes, bon, ça brosse bien un peu le tableau. Après, les proches, justement, sur un jeune qui est en voie d'émancipation et qui vit pas chez ses parents, par exemple, les parents savent pas exactement, justement, qu'est-ce qu'il fait comme activité. Est-ce qu'il fait vraiment des choses en dehors ou est-ce qu'il resterait chez lui? C'est pas toujours, voilà, pour les proches, c'est pas forcément facile à dépister hein, comme comportement. Hein, voilà. Ouais, je sais que ça a été le cas de mes parents hein, quand j'étais étudiante. Je leur disais non, non, venez pas ou je rentre pas. Et en fait, c'était pour toujours faire plus de sport, toujours être plus dans mon truc. Et je leur disais, je vois telle personne, et c'était faux. Hein. Ouais. Donc, Ouais. il faut pas Et s'en fi- vouloir aussi. Les parents peuvent pas non plus tout, Et tout non, non, c'est contrôler, ça, ils quoi. peuvent pas tout savoir, hein, effectivement. Et finalement, j'ai l'impression que quand toi, tu as pris la décision de te dire, ben, est-ce que ça a été un élément déclenchant, de te dire, bon, bah, j'arrête là la filière dans laquelle je suis, je me pose, je prends du temps pour moi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a aidé à être plus clair avec toi, plus aligné? Ouais. Comment... Bah, ça me plaisait plus du tout, en fait. Tout ce qui était anatomie, tout ce qui était lié au corps, j'adorais, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Je me voyais même plus pratiquer en tant que médecin ou quoi que ce soit. Les stages, ça se passait pas bien, etc. Pas en termes de résultats, hein, mais en termes humains, en fait. En plus, enfin, je suis très hypersensible, donc c'est vrai que dans ces cas-là, dans un environnement hospitalier, on absorbe, et puis bon, bah, Ah déjà, quand on va pas bien à l'intérieur, c'est pas parfait, quoi. Et du coup, vraiment de prendre cette décision, alors qu'en fait, ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais décidé, en fait, depuis août-septembre, donc au tout début de la 4e année, je me faisais accompagner à Paris. Donc j'avais voulu arrêter parce que vraiment, ça me convenait pas du tout. Et c'était, bon, on me rabâchait en gros que j'étais malade et que bah, j'allais pas m'en sortir, quoi. Donc ça me plaisait pas trop. Et fait, puis en pas même s'en temps, sortir, en effet. c'est ça. Et j'étais dans le nord de la France et en fait, j'allais quasiment bah, tous les week-ends chez ma marraine, justement à Paris, pour essayer de me changer les idées, essayer de rencontrer des personnes, etc., que je rencontrais sur des groupes ou des choses comme ça, essayer de faire des petites sorties organisées, des petites choses comme ça. Je passais du temps en famille avec ma petite cousine, donc me changer les idées. Donc bah, déjà, je voyais plus trop ma vie, en fait, avec toutes les révisions de médecine, les stages, les trucs comme ça. Je sentais que j'avais besoin de vivre, en fait, j'avais besoin de dormir plus que 6 heures par nuit et de réviser tout le temps. Mm. Ce dans quoi je m'étais enfermée, parce que bon, il y a certains étudiants de médecine qui arrivent à mieux gérer, mais moi, c'était pas mon cas. J'avais de très bons résultats, mais voilà. Donc, du coup, j'ai décidé que bon, il fallait que ça s'arrête, quoi. Mais j'avais quand même du mal à prendre la décision. On a fini par me proposer d'être hospitalisée pendant bah, une longue hospitalisation de 6, 8 mois à Paris. Et moi, j'ai refusé catégoriquement, mais c'était quelques jours avant Noël, en fait. Et du coup, j'ai dit non, mais en fait, là, oui, en effet, j'arrête mes études. Je vais faire ma propre hospitalisation, mon propre repos. Donc en fait, mes parents m'ont dit, bah, tu gardes l'appartement encore les 3 mois et puis tu te reposes, etc. Et pendant ce temps-là, je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Et puis après, du coup, je me suis dit, bah, je me prends 1 an ou 2 à voir ce que j'ai envie de faire, en fait. Mhm. Donc le fait de pouvoir me reposer, me concentrer T'avais sur ce que réaligné. j'aimais, Mm. ça. Du Très coup, bien. ça a vraiment été hyper salvateur. Vraiment, je pense que en médecine, j'aurais pas pu m'en sortir. Après, il y avait aussi tout l'environnement. Ça m'a permis de Ouais. déménager, ça m'a permis de changer de ville, de personne. Et ça Mhm. aide beaucoup aussi des fois quand on va très très mal. D'accord. Eh bien, Alix, vraiment merci pour ce témoignage qui nous a apporté énormément d'informations et d'éléments pour aider à s'en sortir. Je vais t'inviter à nous donner le mot de la fin. Comment tu conclurais sur ton expérience avec les TCA et puis finalement l'axe que tu as donné à ta vie. Mais surtout, moi, je voudrais que tu donnes un message d'espoir voilà, aux gens qui sont encore dedans. Je te laisse la conclusion. Bah, merci. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent, les TCA, c'est vachement lié à une impression d'être différente, de pas être comme les autres, devoir se mettre un peu dans le moule, ressembler aux autres, se comparer. Et ça, c'est vraiment votre pire ennemi, en fait.
Votre pire ennemi, je dirais pas que c'est les autres, mais c'est justement vous qui vous mettez en face d'eux et qui essayez de voir comment leur ressembler alors que vous êtes une personne incroyable au fond. Il y a plein de forces, comme on disait tout à l'heure, à l'intérieur, euh, de qualités, de choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. En fait, arrêtez de voir vos défauts, les choses qui vous rendent différentes, qui vous rendent soi-disant faibles aux yeux des autres, ou voilà. Juste, bah, faites une liste là en finissant cette vidéo de tout ce qui est, tout ce qui vous rend fort, tout ce qui vous rend belle, tout ce qui vous rend, toutes vos qualités, tout ce dont vous êtes fiers chez vous. Je sais que c'est un exercice compliqué, mais faites-le et puis voyez qu'avec tout ça, en fait, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez aller beaucoup mieux et créer la vie qui vous plaît. En fait, quelles que soient vos études, votre direction, il y a toujours quelque chose qui peut vous plaire. Des fois, on met du temps à le trouver, euh, mais en fait, vous méritez de faire ce que vous avez vraiment envie et d'être qui vous voulez surtout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire la même chose sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, vous avez tous votre place, quoi. Voilà, il Donc, faut créer la vie qui nous convient et qui nous plaît. Et être c'est aligné ça. avec soi, c'est important pour que ça fasse pas des nœuds à l'intérieur et que ce soit générateur de troubles divers et variés, dont les troubles alimentaires, effectivement, hein. Ouais. Reprendre connexion avec soi et aller vers ce qui nous fait vibrer. Ben, Ouais. merci vraiment, Alix, pour ce partage. Je mettrai les liens vers ton site en référence. Je remercie à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous accompagne aussi si vous le souhaitez. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et puis, bah, je vous souhaite vraiment à tous et toutes, puisque bah, c'est une majorité de femmes, mais on n'oublie pas les hommes, puisque j'en suis témoin. Il y en a des jeunes et garçons qui peuvent être malades. Donc, je vous souhaite à toutes et tous de vraiment cheminer vers la guérison ben, du mieux possible. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée à tous et puis je vous dis à bientôt. Ouais. Si vous désirez aller plus loin sur votre chemin de guérison, découvrez le programme Yoga et TCA adapté lors d'anorexie et ou de boulimie en suivant le lien. À bientôt!